Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la liaison série qu'on appelle souvent UART. Son nom industriel c'est RS232, on va le voir à des petites différences. Et tout ça en MicroPython sur des cartes électroniques qu'on appelle des ESP32. D'accord? Alors commençons d'abord par décrire qu'est-ce que c'est une liaison série. Alors pour comprendre ça, il faut voir la différence entre série et parallèle. Alors quand c'est en parallèle, par exemple, imaginons un octet, quand on l'envoie en parallèle, on va mettre tous les bits en même temps, bien sûr, si c'est un octet, sur 8 fils, pour transférer l'information d'un composant vers un autre composant. Ça, par exemple, on retrouve ça dans la mémoire. Quand on veut s'adresser à la mémoire, on peut avoir 8 fils, mais parfois on a même beaucoup plus que ça. On peut avoir travaillé en 64 bits. Vous avez déjà entendu ce genre de machine. Votre machine fonctionne comme ça. Donc on envoie plusieurs octets en même temps. C'est du parallèle. Ça s'adresse beaucoup quand on veut faire des gros accès et à des très très courtes distances et donc avec de nombreux fils, typiquement sur les cartes mères. La liaison série, c'est pour faire tout le reste. Tout le reste, c'est quand vous avez un composant qui communique vers un autre composant, ou dans les deux sens, bien sûr, mais sur un minimum de fils. Alors là, on a mis 1, mais c'est pas toujours 1, et l'information va passer en série, c'est-à-dire que chaque bit va passer les uns après les autres, tout simplement. Alors, on va continuer un petit peu. On va parler de liaison asynchrone par rapport à la liaison synchrone. Quelle est la différence entre tout ça? Nous, on sera au départ en liaison asynchrone. Alors, on va commencer peut-être par l'asynchrone. Alors l'asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fréquence d'horloge. Lui et ces deux composants-là vont devoir choisir une fréquence commune. Ils vont s'imposer une fréquence. Et à partir de là, on va devoir... Alors c'est dans un protocole en général, on ne cherche pas à faire compliqué. Si vous avez sur une liaison Ethernet, c'est du 10 mégabits, du 100 mégabits, du 1 gigabit, voilà. Pour les formats actuels qu'on a, c'est surtout 100 et 1 giga qu'on a actuellement sur nos cartes réseau. Mais bon, voilà, ou en Wi-Fi. Vous avez aussi des fréquences en Wi-Fi, voilà, on impose une certaine vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver. En USB aussi, on retrouve des vitesses bien synchronisées. En 4G, voilà, tout ça, ça impose des vitesses qui sont déjà définies à l'avance dans le protocole. C'est ce qu'on va faire ici. Du coup, comme la vitesse est déjà prédéfinie, il suffit d'envoyer des signaux de synchronisation au départ, et à partir de là, d'envoyer les informations. Soit on le fait pour chaque octet, ça se fera dans notre liaison RS232 ou UART qu'on va faire ici, tout à l'heure. Mais par exemple, quand vous êtes sur de l'Ethernet ou sur de l'USB, on va plutôt mettre des signaux, on va plutôt mettre tous les octets les uns après les autres, avec à la limite un octet de contrôle ou plusieurs octets de contrôle pour vérifier que toute la chaîne d'information est juste. Voilà. En liaison synchrone, ça veut dire qu'on va synchroniser les informations, mais ça veut dire aussi que du coup, il y a un signal de synchro qui s'appelle l'horloge, qui va synchroniser le passage d'une information à une autre information. L'avantage, c'est qu'on peut plus ou moins jouer sur cette vitesse-là. D'accord? Par exemple, un composant qui serait très lent, on pourra l'adapter, on pourra jouer la fréquence tranquillement, à notre rythme. D'accord? Tout simplement. Alors, pour ça, il y a des protocoles qu'on va retrouver. Le SPI fonctionne sur ce principe-là, le OneWire, l'I2C, tout cela fonctionne sur des signaux avec des fréquences d'horloge. Voilà. Donc nous, en STI2D, on va beaucoup retrouver ça, mais ça aussi, puisque les liaisons asynchrones, c'est quand même le grand classique. Continuons. Qu'est-ce que c'est UART? Alors UART, c'est très simple. Selon Wikipédia, ça veut dire en français émetteur, récepteur, asynchrone, puisqu'on vient de le dire, universel. Grosso modo, qu'on retrouve un peu partout. Donc asynchrone, on l'a dit, pas de bit d'horloge, donc il n'y a pas de signal d'horloge, donc c'est tout simple pour émettre. La vitesse de transmission est normalisée. Ah oui, il y a quand même des normes plus ou moins utilisées. Alors c'est souvent des multiples, alors toujours pour notre liaison ici qu'on va faire, nous, des multiples de 9600 bauds. En gros, ça correspond à 9600 bits par seconde. Il n'y aura pas de différence quand on travaillera avec deux cartes électroniques. La différence entre les bauds et les bits, c'est que simplement il y a une modulation qui va jouer en plus. Nous, il n'y a pas de modulation. Quand on va mettre un microprocesseur et un deuxième microprocesseur, on va pouvoir communiquer, mais il n'y a pas de modulation entre les deux. C'est des fils avec des 0 et 1 qui passent, tout simplement. D'accord? Alors pour ça, il faut croiser les fils. Vous avez un émetteur qui va vers un récepteur et ici l'émetteur qui recroise vers le récepteur. Vous avez besoin d'un troisième fil, c'est la masse commune, pour pouvoir avoir les signaux, pour avoir le niveau de chaque signal. Voilà, tout simplement. Alors on va retrouver ça quand vous travaillez avec des composants de type GPS, quand vous travaillez avec des émetteurs Bluetooth, quand vous allez travailler avec d'autres microcontrôleurs, vous voulez faire des échanges d'informations, voilà, etc., etc., etc. Tout un tas de composants qui fonctionnent sur ce principe-là. Alors, continuons un petit peu. Oui. Alors, on sait très bien que la vitesse de 9600 bauds, c'est par bits par seconde, c'est pas rapide par rapport aux composants. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des buffers, des zones mémoire, de chaque côté des composants ici,
On a un composant qui a un buffer, et ici un composant qui a un buffer, d'ailleurs ça se voit, c'est ces cases-là, hein, dans lequel on va pouvoir ranger les données. Et comme ça circule doucement, bah, ça va se ranger doucement, et au bout d'un moment, bah, ça va se remplir. Et nous, on va simplement contrôler, est-ce qu'il y a quelque chose dans le buffer, de temps en temps, puisqu'il est relativement lent. D'accord? Donc on va utiliser un buffer. Le buffer sur un ESP32, ça sera de 256 octets. Si on arrive à un 256e octet et que vous n'avez pas encore lu la mémoire, et ben, le premier octet que vous aviez reçu, et ben, il tombe à l'eau, disparaît, il est remplacé par le 257e. Donc il faut quand même surveiller de temps en temps. Mais en général, comme on fera des communications qui sont très très lentes, et qui, bon, même si c'est rapide, on envoie des données souvent très courtes, donc c'est pas trop gênant. 256 octets, c'est ultra confortable. D'accord? C'est pas pour faire de l'internet. D'accord? C'est un autre problème l'internet, mais on a aussi d'autres contraintes. Ensuite, première information, si vous observez ça avec un oscilloscope, la première information que vous allez retrouver, c'est le MSB qui part en premier, et puis après, ainsi de suite. D'accord? Donc ce qui veut dire, elle a fait un bit stop. Ce qui veut dire que l'information est croisée. D'accord? Quand vous relisez une information comme ça, il faut relire l'information dans l'autre sens pour trouver ce qu'on envoie. D'accord? Ici, j'envoie bien combien ça fait 6 et 1. D'accord? 61. D'accord? Et pas ce chiffre-là, 8 et puis 6. D'accord? Il faut bien lire dans le bon sens. Ça, c'est important. Ensuite, le niveau de repos, par défaut, c'est le niveau 1. C'est-à-dire qu'à la fin, il retombe à 1. Et il reste à 1 tant qu'il n'y a pas d'autres informations. Bon, 3 fils suffisent, c'est génial. Par contre, gros inconvénient, c'est que entre deux équipements. On ne peut pas mélanger d'équipements, on ne peut pas faire du réseau avec, un réseau d'équipements avec. D'accord? Alors ça va nous servir à quoi? Ben, ça va peut-être nous servir à faire la communication entre un ESP32 et puis une carte Arduino. Un ESP32 avec un module radio. Un ESP32 avec un module Bluetooth particulier parce que vous voulez faire du Bluetooth classique et pas du Bluetooth low energy, par exemple. Voilà. Il y aura peut-être d'autres applications, on a dit le GPS, etc., etc. Alors, quelle est la différence entre l'UART et le RS232? Eh bien, le RS232, c'est la version industrielle de l'UART. En gros, on rajoute un composant qui s'appelle le MAX232, qui est le composant le plus connu. Hein. Il y a peut-être d'autres composants avec d'autres noms, mais généralement, on parle de MAX232, de la marque Maxim, c'est pour ça. Et les signaux ont une information bien particulière. Déjà, ils ne passent jamais par 0. Vous voyez que au niveau logique, 3 volts, ça correspond à un niveau logique 1. Inférieur à moins 3 volts, c'est un niveau logique 0. D'accord? On inverse les signaux. Et en plus, on inverse les signaux. Quand on est à 0, on envoie 3 volts. Quand on envoie des 1, on reçoit des moins 3 volts. D'accord? Et le RS232, au départ, il est entre moins 12 et plus 12. Ça, c'est la norme. Voilà. La norme, elle impose aussi ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être supérieur ou inférieur à moins 3 volts. Mais bon, plus moins 12, en général, c'est le plus moins 12 qu'on utilise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc du NRZ. Vous voyez ici, il ne passe jamais par 0. Enfin, il ne reste jamais à 0. Ça a l'intérêt de ne pas rester à 0. Hein. Ça permet de repérer quand un fil casse. Si un fil casse ou est coupé, on sera vraiment à 0. Et dans ce cas-là, on pourra dire, ah, 0, c'est pas possible. Donc, il y a un problème sur le câble de liaison. C'est comme ça qu'on le repère. Ensuite, vous avez des vitesses qui vont dépendre de la distance que vous voulez faire. Alors, dans l'industrie, on peut faire vite 1 km, hein, donc il faut se méfier. Donc, voilà, du coup, il y a des vitesses qui sont plus ou moins imposées. Voilà, qui sont plutôt lentes. Hein. Mais bon, en général, on a une information qui est très courte. C'est un capteur qui dit qu'il a reçu quelque chose à 1 ou à 0. Donc, c'est pas trop gênant. Nous, on va s'en servir dans un TP, dans un TP essentiellement, pour administrer des switches, pour faire du VLAN. D'accord? Essentiellement des routeurs. Bon, on va essentiellement du VLAN. Voilà. Donc, on va s'en servir dans nos TP, mais bon, ça peut servir à d'autres applications. Moi, je m'en sers pour ça. Ensuite, continuons. Alors maintenant, travaillons avec l'ESP32. Alors l'ESP32 a trois ports série. Le port série 0, le 1, qui est sur les branches 9, 10. Le 2, celui qui vraiment pouvoir utiliser sur les broches 16 et 17. Ça, c'est paramétrable. On pourra le changer, hein, les broches. Ensuite, il y a déjà sur la carte ESP32 qu'on achète, en général, une liaison série UART qui est déjà réalisée ici. Avec ce petit composant-là, qui fait la liaison entre l'UART qui est de ce côté et la liaison USB de ce côté. D'accord? C'est un composant, en général, c'est un CP210. D'ailleurs, quand vous branchez le Tony, vous verrez écrit ici la référence. Généralement, c'est CP210 sur le port comme je sais pas combien. Voilà. Vous pouvez aussi acheter un petit composant comme ça. Alors moi, j'en ai chez moi quelques-uns. Ça permet de faire sur l'USB, transformer de l'USB en liaison série. Bon, ça peut être pratique parfois quand même. Donc ça permet de faire des petits tests ou faire des petites liaisons assez facilement, rapidement, sans vous préoccuper du composant. Bon, alors maintenant, comment on s'y intéresse? Eh bien, il faut prendre la doc MicroPython, il n'y a pas de secret.
Il faut aller là-dessus. Vous allez sur DocMicroPython, vous tapez UART, puisque c'est son nom, et vous allez tomber sur cette partie-là, UART série. Voilà. Et donc vous avez toute cette information. On vous dit qu'il faut d'abord de la machine, il faut importer UART. From machine, import UART. Donc on va écrire ça. Et ensuite vous aurez à paramétrer pas grand-chose. Alors on voit pas bien là-dessus. Je vais peut-être faire un zoom. Attendez, toc toc toc. Voilà. Je ne sais pas si on voit mieux. Encore un petit zoom. Voilà. Rapidement, voilà. On voit ici qu'on va devoir un UART, on va inventer un composant qui s'appelle l'UART 1, qui est un UART sur le 1, et qui utilisera la vitesse, un baud rate de 9600, et qui utilisera les broches, les broches 33 et 32. Vous voyez qu'on peut les changer les broches. Pour écrire, on fera un write, pour lire, on fera un read. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez copier-coller ça directement, il ne faut pas la peine de vous embêter, et ça marchera très bien. À part, attention, les broches qu'on va utiliser. Hein. Donc c'est ça qu'il faut regarder de plus près. Alors on a dit qu'on avait 3 UART. Donc on avait l'UART 0, l'UART 1 et l'UART 2. D'accord? Alors je vais continuer à descendre. Hop, je vais descendre un tout petit peu. Voilà, je vais zoomer un peu. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Voilà. Alors la première chose à faire, qui est très sympa, vous tapez directement dans la console From Machine Import UART. Et après vous tapez UART, vous paramétrez. Ben, j'ai pris l'UART numéro 2 et j'ai mis sa vitesse, 15200. Et je tape UART derrière. Et quand je tape UART, il me ressort toute la configuration que j'ai actuellement. Alors qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai un UART, j'utilise UART 2, j'utilise la vitesse 115200, j'utilise 8 bits, pas de parité, ça veut dire qu'on va détecter ou pas, c'est un détecteur d'erreur la parité. Hein. On utilise un bit stop seulement, on utilise la broche ici 17 et 16, hein, 16 et 17, il y a un RTS et CTS, on se demande ce que c'est. Alors je l'ai expliqué ici, c'est très simple. En fait, on peut rajouter des signaux quand on a des buffers tout petits. Ah bon, nous, ce ne sera pas notre problématique. On peut rajouter 2 fils supplémentaires. Donc, du coup, ça fait 5 fils. C'est pas super intéressant non plus. Hein. C'est pas très utilisé. Hein. Et on va simplement envoyer des signaux qui s'appellent Ready to Send. Ça veut dire prêt à émettre. Et CTS, c'est Clear to Send, prêt à recevoir. Donc, quand on a reçu ces informations, on peut émettre et recevoir en même temps. Voilà, ça peut servir à ça. Bon, nous, on ne va pas s'en servir, hein, très clairement. Ensuite, vous avez des timeouts. Des timeouts, ça permet de définir les délais avant de dire qu'il y a un problème. Voilà. On va le voir. Ce sera un peu plus détaillé. Quand je continue ma doc, toujours sur UART MicroPython, vous pouvez aller sur MicroPython, voilà, vous trouverez la librairie. Vous allez trouver des informations et un des outils très utiles, bon, bien sûr, c'est des init pour arrêter, bon, si vous avez pu vous en servir, mais en général, vous n'allez pas faire ça, vous avez pu vous faire init hein, pour initialiser, quoi. Donc, on fait quoi? C'est écrit ici, hein, je vous le montre. Hein. UART init. Et je définis sa vitesse de nouveau, et je lui dis la vitesse, je vais parité ou pas, je lui mets un bit stop, oui, je peux faire un UART init. Moi, j'avais écrit au début UART 1 9600, ça c'est la doc. Hein. Si vous faites UART init, vous pouvez préciser un peu plus d'informations. D'accord? Quand vous voulez faire de la parité, il faut mettre odd. D'accord? C'est parité en anglais. Parité paire, hein, attention ici. Hein. Parité impair, je ne sais plus comment c'est, mais de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire en Python, il faudrait essayer. Peut-être avec des nouvelles versions de Python, parce que là, c'est encore la version 1.16, je ne suis pas sûr que ça le gère. Voilà. Ensuite, il y a un truc très important, c'est UART ANI. Alors ça permet de voir si on a reçu quelque chose. Et si on a reçu quelque chose, il faudra faire un UART read. Donc on va interroger UART ANI, et si on a quelque chose, UART read. C'est un grand classique, comme on le ferait en C. Ça ne change pas beaucoup. Ben voilà, je vais vous montrer un petit exemple. Super simple. Alors là, l'exemple, ben, il fait quoi? Alors, hop, je vais dézoomer encore un tout petit peu, si j'y arrive. Hop, voilà. Ça va être un peu délicat, désolé, mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Alors, allons-y. Alors, on a mis From Machine, Import, UART et PIN. Alors, PIN, pourquoi? Parce que je voudrais allumer une LED. Ensuite, j'ai importé le temps pour avoir des petits délais. Bon, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis la LED built-in. LED built-in, c'est la LED qui est montée, hein, ça veut dire en français, sur la carte, qui est en général la broche 2. Je l'ai mis en sortie pour pouvoir l'activer. J'ai fait un LED on, bah, pour l'allumer. J'ai attendu 3 secondes, je mets un LED off. C'est juste pour faire un test, pour voir si tout va bien. Ensuite, j'ai défini mon UART qui s'appelle UART chez moi. C'est UART 2 sur 115200, à l'adresse, bien sûr, 17 et 16. Tout va bien. Et là, je lui fais un UART write. Donc, normalement, il va m'envoyer hello sur ma liaison série. Ensuite, j'ai mis un message qui est vide. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché ça avec cette carte-là et je l'utilise comme liaison série de l'autre côté. J'utilise le logiciel Arduino, puisque je l'ai. En général, je l'ai installé sur mon machine. Et là, vous avez la liaison série, donc il n'y a rien branché. Hein. Je prends juste, j'appuie, clic sur liaison série. Je sais où je suis branché, sur quel com je suis avec ça. Et puis voilà, je peux lire. C'est tout simple.
Alors vous allez dire, ouais, mais moi, j'ai pas ça chez moi. Je vais vous arranger la situation juste après la page suivante. Vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai mis à 0, j'ai fait un write. Je ne sais pas ce qu'il fait là, mon 0. Il n'a rien à faire ici. C'est toute une erreur de frappe. Ça ne devrait pas exister. Si UART reçoit quelque chose de 0, à ce moment-là, si Annie, donc ça veut dire que j'ai reçu quelque chose, hein, Annie ne vaut pas 0, donc j'ai reçu quelque chose, je le lis, je l'imprime d'ailleurs. Bon, ça c'était pour le voir ici. Hein. Et ensuite, je le vois sur le, pas là-dessus, mais sur la liaison sur Tony. Ensuite, si c'est on, eh ben, j'allume ma LED. Si c'est off, j'éteins ma LED. Et si c'est autre chose, eh ben, j'écris, eh ben, c'est invalide. Donc ici, j'ai envoyé des 1 et des 0 avec ma liaison série. C'est très sympa. Hein. Voilà, tout simplement. Et puis en plus, là, je peux afficher. Je reçois, je fais afficher. Ici, je vais avoir affiché sur ma liaison série LED on, LED off. Voilà, ou invalide, tout simplement. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, pour ceux qui n'ont pas ce composant-là, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Il y a une solution, elle est un peu tordue, un peu compliquée, enfin un peu compliquée, un peu plus subtile. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la liaison série d'origine de la carte. Donc du coup, le programme, je vais lui dire de travailler en main, qu'il soit autonome, pour utiliser le Tony, la liaison série Tony, pour communiquer. Donc j'ai fait la même chose, ça ne change rien à un détail près, qui est très important. J'ai gardé l'UART2, hein, parce que je ne peux pas le changer ça. Hein. Par contre, je l'ai mis, je ne peux pas mettre UART0, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, il le bloque Tony. Hein. Donc ce que j'ai fait, ben, c'est le MicroPython qui bloque. Donc j'ai laissé l'UART2, par contre je l'ai piégé parce que j'ai utilisé les broches de l'UART0. J'ai mis 1 et 3. Et du coup, d'ailleurs, ce programme-là, vous pouvez le copier-coller, il marchera. Il n'y a pas d'erreur ici, au moins. Voilà. Et quand vous faites ça, donc je fais la même chose, hein, j'ai rien changé à mon programme, ça fonctionne. La seule difficulté, c'est qu'il faut bien sûr enregistrer en main.py ici pour qu'il soit autonome, le SP32. Et à partir de là, je récupère la liaison série qui est branchée sur mon Tony hein, pour communiquer, lui envoyer des messages. Je lui envoie, ben, si j'envoie on, je lui envoie off ou n'importe quoi d'autre. D'accord. Et ça fonctionne de la même manière. Attention à la vitesse, je suis en 115 200. Ça aussi, il faut faire gaffe quand même. Hein, d'accord. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous l'enregistrez en .py, main.py, vous stoppez la communication. Donc, vous allez dans ici, vous faites un stop. Comme ça, vous débranchez si vous préférez le Tony. D'accord. Je reviens, vous allumez sous moniteur série, vous ouvrez votre moniteur série. Tout va bien. Et à partir de là, vous utilisez le port com. D'accord. Lui, sur le Tony, il est bloqué. Et à la fin, quand tout va bien, quand vous avez fait vos petits essais et que tout va bien, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez le moniteur série de votre Arduino, d'accord? Et puis, sous Tony, vous faites un CTRL-C, puis vous reprenez la main. Quand vous voyez ça apparaître, si vous avez repris la main, et vous pouvez de nouveau travailler votre programme main.py. D'accord. Bon, le main.py, là, c'est un désavantage, c'est que quand on utilise main.py, souvent on est un peu en galère pour reprendre la main. C'est ça un peu la difficulté. Mais sur ces essais que j'ai fait, ça marchait très bien. CTRL-C, puis après, on reprend la main. C'est très facile. Voilà. J'ai fini pour ce cours sur la vidéo. C'était un peu long peut-être, hein, mais bon, voilà. J'ai essayé de faire